Alors, c'est parti. Bonjour. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Bonjour à tous, à toutes, à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de la chaîne Qualité et Formation Professionnelle. Ravi d'accueillir à nouveau mes amis Alexa Rousseau et Pierre-Henri Berthezen. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et nous allons, parce que nous sommes des dieux de la veille, si je peux me permettre, et donc nous allons consacrer cet après-midi à la question de la veille en formation professionnelle et l'importance de la veille dans Calliope, mais pas seulement. Absolument, pas seulement. Voilà, Alexa et Pierre-Henri, donc c'est parti. D'abord, la veille, est-ce que c'est incontournable? Comment la construire et la structurer? Comment l'exploiter? Et la ROE, c'est quoi le ROE, Alexa? C'est Return on Expectation. Ça veut dire en fait quels sont les bénéfices de la veille. Les retours sur les attentes. Retour sur les attentes. Retour sur les attentes. Voilà. Et est-ce qu'on lance le sondage maintenant? Absolument. Alors, Cathy, tu peux lancer le premier sondage. Voilà. Donc, avez-vous un ou plusieurs outils de veille? Oui, non ou vote blanc. Voilà. Vous pouvez ouvrir les votes. Je pense que Cathy a dû ouvrir les votes. Alors, premier élément, la veille est-elle incontournable? Suspense. Alors, je vous laisse vous exprimer, Pierre-Henri et Alexa. Racontez. Alors, je vais peut-être commencer simplement en disant que il n'est pas rare que j'entende mes clients, puisque je suis accompagnatrice Calliope comme vous, et auditrice aussi. Il n'est pas rare que j'entende la veille, c'est vraiment chronophage. Pour un petit ou moyen organisme, c'est très difficile de réaliser cette veille, en plus du travail quotidien, en plus de l'aspect administratif des choses qui, on le sait, dans les organismes de formation, prend déjà beaucoup de place. Je n'ai pas le temps de faire mon métier de formateur si, en plus, je dois considérer la veille au quotidien. Ma structure est trop petite, j'ai pas de personnel, donc voilà, j'ai pas le temps. Et puis, bon, il y a les réseaux sociaux, il y a les newsletters. Donc, finalement, la veille m'arrive, je n'ai pas besoin de la structurer, de la réaliser de façon organisée, puisque finalement, on est tous très informés, ne serait-ce qu'en ouvrant LinkedIn tous les jours. Autant dire que je ne partage pas du tout cette opinion, et je ne crois pas non plus que vous la partagiez de votre côté, Michel et Pierre-Henri. Pour moi, la veille, c'est un incontournable et c'est surtout un acte de gestion d'une entreprise. Voilà. On est tous des entrepreneurs avant même d'être des formateurs et autres. Nous avons des entreprises et ces entreprises doivent être bien informées pour tenir le choc. Voilà. On l'a vu durant la crise sanitaire, ceux qui avaient préparé en amont finalement leur plan B et par exemple le passage de présentiel au distanciel, ceux qui s'étaient bien informés sur le sujet ont su réagir. Pour les autres, ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà, donc pour moi, la veille, et je vais passer la parole à mes petits camarades, c'est déjà la première chose, un outil de gestion de ma structure. Première information, chers amis, pour 75% de nos amis connectés, la veille est incontournable. Et pour 24%, elle est contraignante. Et 1% qui vote blanc, qui ne sait pas. Voilà. En tout cas, 75%, elle est incontournable. Mais 24% la trouvent contraignante. Voilà. D'accord. Moi, si vous voulez, je partage tout à fait ce que vous venez de dire, Alexa et Michel, avec un petit regard quand même sur le fait que les gens vont à un moment ou à un autre, s'ils sont déjà certifiés ou qu'ils vont le devenir, de toute façon, à justifier du fait qu'ils auront fait de la veille et qu'ils auront exploité la veille. Donc, ma réponse est simplement, elle est incontournable, ne serait-ce que pour ces deux raisons. Faire de la veille et surtout l'exploiter. Mais alors, je crois que s'il faut retenir une chose, au-delà de ça, c'est que, Calliope va nous contraindre à faire cette veille, nous contraint à faire cette veille,
mais j'aimerais que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui arrivent à voir ça autrement que comme une contrainte réglementaire. C'est pour ça que je parle d'acte de gestion. Tout simplement, avant même que Calliope finalement mette sur le devant de la scène cette évidence, comment peut-on faire pour piloter son organisation si on n'est pas bien renseigné? Voilà. Tout à fait. Alors, si je peux aussi donner, moi, mon point de vue, c'est que Alexa et Pierre-Henri ont parfaitement raison tous les deux. Il y a à la fois l'aspect marketing, l'aspect... il est évident que pour mon entreprise, si je commence à travailler, il faut que je travaille avec les outils du jour pour former des gens sur les compétences du jour, et que si je ne suis pas en veille sur l'évolution des compétences, donc on nous rebat les oreilles en permanence que les compétences évoluent à une vitesse grand V, qu'il faut mettre à jour ces compétences tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc., et que je vais former des gens sur des choses qui sont obsolètes, mon organisme de formation ne va pas durer longtemps. Donc effectivement, Alexa a raison, il y a d'abord un intérêt marketing, un intérêt de gestion, c'est vrai. Après, Pierre-Henri a raison, il y a un intérêt quand même réglementaire, puisqu'on quand même, vous savez, je l'espère, que Calliope, c'est pour inspirer la confiance aux financeurs qui vont pouvoir accepter de financer des organismes de formation. Mais, comme le dit Cathy, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des contrôles de la qualité de la formation par les financeurs. Alors, évidemment que votre veille, sur le plan réglementaire, il vaut mieux que vous soyez à jour de tout. Hein. Le jour où vous aurez un contrôle de l'adresse, si vous n'êtes pas à jour sur le plan réglementaire, ça va vous apporter des soucis. Mais, Alexa a raison, il ne faut pas que ce soit une contrainte vu que sous cet aspect-là. Oui, moi j'ai un élément positif. Pardon. Vas-y. J'allais dire, il y a déjà des questions dans le chat qui apparaissent, et juste pour parler des questions qui sont posées. Bien sûr que les newsletters font partie de la veille. Hein. Je vois quelqu'un qui réagit par rapport à ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que les newsletters n'en faisaient pas partie, mais je veux simplement dire que se contenter de recevoir des newsletters et de les lire en diagonale ne va pas suffire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, on va bien sûr développer, pour les personnes qui s'inquiètent, comment réaliser cette veille, comment faire pour répondre à l'obligation qui est faite par Calliope. Hein, c'est tout l'objet de ce webinaire. Donc, ne vous en faites pas, on y arrive. Voilà, on y arrive. Juste, la question de tous les indicateurs de veille dans Calliope, il y a bien quels sont vos outils de veille, effectivement, des abonnements à ceci, aller à des salons, aller à des webinaires comme cet après-midi, aller à des MOOC, enfin, il y a plusieurs façons de mettre à jour sa veille. Hein. Et puis, comment on l'exploite? Alors, comment on l'exploite, on va en parler. Ça, c'est l'objet de notre webinaire. C'est ça, parce qu'on oublie souvent que la veille n'est pas simplement une collecte de sources, mais bien une réelle exploitation de ces sources et de ces contenus. Et c'est là toute l'ambiguïté et tout l'objet de nombreuses non-conformités lors des audits. Et l'objet de notre webinaire cet après-midi, c'est de vous transmettre que vous ne faites pas de la veille pour faire plaisir ou pour satisfaire un auditeur Calliope. Oui. il faut aller voir plus loin que le bout du nez de Calliope. Voilà. Tout à fait. Et la veille dans les systèmes qualité est quand même quelque chose de normal. Hein, moi, j'ai un exemple concret et amusant puisque c'est la vie de tous les jours. Je suis en train de rénover en fait une maison particulière. Et en fait, l'électricien qui a visité cette maison a tout de suite dit, alors qu'il est certifié Calibat, hein, mais tout de suite dit, attendez, vous avez des tableaux électriques qui ne sont pas aux normes. Donc, ah bon, ça veut dire quoi? Pourtant, je croyais que... non, parce qu'il y a des normes qui ont changé même l'année dernière. Donc, il fait sa veille réglementaire technique, mais ça lui permet d'installer ensuite, bien sûr, des appareillages conformes, etc., etc. Donc, pour lui, c'est un plus, et puis c'est surtout, pour moi, un signe de qualité de ce professionnel, puisqu'il a été capable de me dire ça et de me faire un devis aux normes. Voilà. Tu as raison, ton exemple est évident pour tout le monde. C'est un excellent exemple pour ça, parce qu'on ne confierait pas
ce travail à un professionnel qui ne serait pas au courant. Mais comment pourrait-on confier notre formation à un professionnel qui ne serait pas, lui non plus, au courant de l'état de l'art, je sais que tu aimes bien cette expression, Michel, de l'état de l'art de sa propre profession, de ses propres secteurs de formation. Voilà. Donc, c'est la même chose. Voilà. On peut peut-être justement voir quels sont les objectifs de cette veille. Maintenant, l'électricien en question, quand il va passer son audit Calibat, on va lui dire, alors comment exploitez-vous la veille? Ben, il peut dire, bah, tiens, j'ai le témoignage d'un client qui s'appelle Monsieur Berthezen qui dit que bah, voilà, il était surpris que je sois au courant qu'il y a des nouvelles normes. Hein, donc, j'exploite ma veille quotidiennement auprès de mes clients. J'ai quelques témoignages qui vous le prouvent. Hein, c'est bien une exploitation de la veille. Par exemple. Voilà, par exemple. Des exemples d'exploitation de la veille, on peut en trouver beaucoup. Mais ça est un exemple pour le cas que nous raconte Pierre-Henri. Diapo suivante. Tout à fait. Allez, les objectifs de la veille. Alors, on l'a déjà un petit peu abordé. Objectif marketing, hein, connaître son marché, ses évolutions, ses clients, ses concurrents. Objectif réglementaire. On vient de le dire aussi, concevoir, déployer son offre en conformité avec les législations et les certifications. Alors, il y a un piège quand même dans les indicateurs Calliope, parce qu'à l'indicateur 23, on vous parle de la veille réglementaire de la formation professionnelle, mais vous pouvez aussi avoir de la veille réglementaire à l'indicateur 24, parce que vous êtes en veille vos métiers de formation. Ouais. Hein, justement, si vous formez sur le bâtiment ou l'électricité, vous êtes bien en veille sur les évolutions réglementaires dans le bâtiment ou l'électricité. Et puis, il peut y avoir des évolutions aussi réglementaires pour l'indicateur 25 sur la formation à distance, hein, ne l'oubliez pas, sur les innovations technologiques et pédagogiques. Et puis des évolutions réglementaires sur le plan du handicap, indicateur 26. Donc la réglementation, elle nous touche un petit peu aussi partout. Hein. Il ne faut pas être focalisé que sur la réglementation de la formation professionnelle avec l'indicateur 23. Et on les a vus pour les prestataires, on a vu effectivement, quel qu'il soit, qu'il y a eu également de manière un peu forcée, obligée, eh bien, la veille sanitaire qui a été mise en place parce qu'on devait pouvoir accueillir du public ou mettre en œuvre des réunions, ou, etc. Et ça, c'est très important. Les gens qui ont un peu raté le coche à ce moment-là ont réagi avec décalage lorsqu'ils ont modifié leur offre pour l'adapter à le fait de pouvoir recevoir du public ou autre. Voyez-vous, ça c'est très important aussi. Absolument, absolument. Objectif de pertinence, d'amélioration et de croissance, je vous laisse parler, Pierre-Henri. Alexa. Oui. Vas-y, Pierre-Henri, je te prie. Oui, j'en prie, hein, mais sinon on fait un petit peu des chaises musicales, si j'ose dire, hein, voilà. Et donc objectif de pertinence, oui, c'est-à-dire que le fait que on a dans son approche une connaissance en termes de veille justement de tout ce qui va pouvoir concerner les compétences, les métiers en tension, par exemple, il faut savoir qu'il y a une liste des métiers en tension qui a été publiée. Hein, je rentre pas dans les détails, mais bon, ça c'est des éléments. Dernièrement d'ailleurs. Par France Compétences. Oui, tout à fait. Alors, cette liste, effectivement, permet aussi, lorsqu'on interagit avec des prestataires, mais aussi avec des sous-traitants, vous allez le voir, c'est très intéressant, de bien connaître ces sujets-là, parce que, ça permet d'être bien sûr au goût du jour, mais aussi peut-être de mettre en place une stratégie pour le futur, puisque les métiers en tension, on peut peut-être justement élargir son périmètre d'intervention lorsqu'on les connaît, parce qu'on est peut-être compétent pour le faire. Donc, c'est intéressant de l'anticiper et de pouvoir derrière, développer une stratégie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'état de l'art, on l'a déjà dit tout à l'heure, l'état de l'art, c'est je ne peux pas ne pas connaître ce qui se passe dans les métiers et l'environnement immédiat, donc dans mon écosystème. Je ne peux pas ne pas le connaître. Donc, je ne peux pas découvrir. Donc, il faut pour ça, effectivement, que j'ai eu, à un moment ou à un autre, la possibilité de prendre note, quelque part, de ce que j'ai pu lire, entendre, voir, et puis ensuite, de l'adapter à mon propre cas. Qu'est-ce que j'en fais? Mais ça, on va en parler tout à l'heure aussi. Voilà ce que je pouvais dire sur l'outil de pertinence. On est dans une logique d'amélioration continue. Donc, au travers de la veille, il y a aussi cette logique, voilà, cet objectif d'amélioration. Grâce à la veille, grâce à ce que je collecte, je vais pouvoir améliorer mes process, mes modalités de dispense. Si je ne faisais pas de distanciel et que j'ai envie effectivement de proposer cela aujourd'hui, je vais suffisamment bien me renseigner pour mettre les bons outils en place, mais aussi pour avoir la pédagogie adaptée au distanciel.
Donc, je vais améliorer mon organisme en ce sens-là. Je vais anticiper les risques. Ça, en qualité, on aime bien parler de risques et d'opportunités. Là, on est en plein dedans. Donc, effectivement, quels seraient les risques de ne pas aller vers telle ou telle amélioration? Je vais aussi répondre aux suggestions qui m'ont été faites par mes bénéficiaires ou en tout cas par mes parties prenantes. Et donc, forcément, être aussi attractive pour les profils que j'ai envie de recruter. Je vais attirer à moi les meilleurs formateurs, les meilleurs sous-traitants et pouvoir les fidéliser parce que je serai toujours la meilleure version de mon organisme. Et puis, grâce à tout ça, il n'est pas interdit aussi de vouloir grandir, se développer, avoir de nouvelles idées, comme vous le suggériez tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir élargir mon offre, étendre mon catalogue à d'autres formations que je n'exerçais pas jusque-là, ou faire du bilan de compétences là où je n'en faisais pas, ou autre, faire de la feste alors que je n'en faisais pas, développer mon portefeuille de clients forcément, par là même, et donc saisir toutes les opportunités qui se présentent à moi. Donc, on voit bien que la veille, ce n'est pas juste des indicateurs dans un critère 6, mais ça va bien au-delà. C'est une démarche qui est vertueuse pour toute entreprise qui se respecte. Donc, si on doit faire le lien avec Calliope, on va le faire sur la diapo suivante. Justement, ce que je trouve très agréable dans Calliope, c'est cette adéquation à une réalité terrain. Datadoc était un petit peu une liste à la Prévert qu'on descendait sans très bien comprendre ce qu'il fallait y mettre. On ne va pas se le cacher, ce n'était pas toujours évident. Là, au travers de Calliope, on a cette démarche d'entreprise qui doit être dans un objectif d'amélioration de ses process, et forcément, la veille est bien au centre de tout ça. La veille est vraiment au centre du système Calliope, et moi, je passe mon temps à expliquer, j'ai fait des cartes mentales d'ailleurs pour mettre ça, voilà, un système, il faut avoir un regard systémique sur Calliope. Et au centre du système, c'est la veille qui est là. Parce que la veille, elle vous déclenche des événements ailleurs. Ah, bah tiens, il y a un événement sur le plan réglementaire. Il faut que je mette à jour ma documentation. Bah, ça, je vais retrouver ça vraisemblablement à indicateur 1. Et puis, d'abord, il faut que j'aille m'informer. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, déjà, commencer à s'informer, c'est déjà exploiter la veille. Bien sûr. Après, je vais aller me former une fois que je suis informé. Alors, ben, quand je vais me former sur quelque chose de nouveau, j'exploite ma veille. Et puis, comme l'a dit Alexa sur les objectifs de croissance, une fois que je suis formé, je vais peut-être même créer une formation sur cette nouveauté. Vous voyez, ah ben, c'est un objectif de croissance. Donc, ma veille, elle va bien au-delà de ce que me raconte un auditeur ou une auditrice Calliope, comme nous témoigne Marie dans le chat, qui nous dit « L'auditeur a dit qu'elle devait relever dans un tableau les infos de veille, y compris pour dire qu'elle ne les considère pas comme pertinentes. » Bon. Alors, si elle ne les considère pas comme pertinentes, elle les enlève de sa veille. Enfin, non, mais ça, c'est un petit peu comme le sketch des inconnus. Excusez-moi pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas le bon chasseur et le mauvais chasseur. Malheureusement, oui. Dans notre profession d'auditeur, il y a aussi des bons et des moins bons auditeurs. Alors, je vous rassure tout de suite, l'idée, ce n'est pas de vous demander de faire des choses stupides. Tout n'est pas exploitable par votre organisme. Il faut forcément faire un tri. D'ailleurs, vous verrez plus tard que dans certaines diapositives, on l'évoque, ce tri. Évidemment que par rapport à tout ce que vous allez collecter, il y a des choses qui vous concernent et d'autres qui ne vous concerneront sans doute jamais. Donc, l'auditeur qui vous dit de tout prendre se trompe. On va s'arrêter là sur le jugement. Voilà. En revanche, l'affaire des CFA de Frédéric est plus intéressante. J'ai un CFA avec une unité centrale qui fait la veille lui-même et ne communique pas à ce que Frédéric appelle les CFA satellites, les informations de la veille. Bah, déjà, je pense que chaque satellite peut avoir aussi peut-être son propre système d'information. Quelquefois, c'est un peu... c'est structuré, pas forcément de façon très lourde non plus. Ce n'est pas forcément gênant que la veille soit centralisée, que, en tout cas, la collecte des informations et des contenus se fasse au niveau central. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric, ça ne peut pas s'arrêter là.
forcément que de Paris à Bordeaux, à Toulouse ou à Montpellier, on ne va pas exploiter la veille de la même manière sur les sites. Peut-être parce que, justement, si on parle d'un CFA, les métiers qui seront déployés sur le site de Montpellier ne seront pas les mêmes que sur celui de Paris. Donc, forcément, l'exploitation de la veille déjà va être différente. Et si on veut que ce soit utile, et on en est vraiment là, hein, c'est de l'utilité, c'est pas juste, encore une fois, une obligation Calliope. Si on veut que ce soit utile aux équipes sur place, alors oui, il faut faire l'effort de faire descendre cette veille au niveau local et que ce soit les collaborateurs au niveau local, ou en tout cas la direction au niveau local, qui décident de son exploitation en local. Sinon, ce ne sera jamais applicable. Voilà. Donc, on est d'accord. On va passer à la diapo suivante. Juste avant ça, pour répondre à Frédéric aussi, que bien évidemment, les lettres de Centre Info font partie de veille, mais il n'y a pas que ça. On va voir ça plus tard. On va vous donner des liens, des adresses, des idées, etc. Et puis, encore une fois, il y a plein de choses là, cet après-midi avec nous. Vous êtes quelque part en veille aussi. J'espère bien. Sinon on n'aura pas été très utile. Voilà. Donc oui, pour transposer la diapo précédente à Calliope, puisque c'est quand même effectivement un sujet qui nous intéresse tous, l'objectif marketing, on le retrouve dans le critère 1 et dans le critère 2 de Calliope. On informe nos prospects. On va aussi créer des formations qui sont en rapport avec les attentes et les besoins de nos bénéficiaires, de nos commanditaires, de nos parties prenantes. Donc, cet objectif marketing, il se retrouve dès l'entrée de Calliope. OK, donc on vient le nourrir avec notre veille. L'objectif réglementaire, bien évidemment, tout au long du déroulé de la formation, dans la façon dont je vais ne serait-ce que construire mes documents administratifs et les échanger avec mes commanditaires et mes bénéficiaires, on est en plein dedans. Donc, je dois être toujours en conformité avec ce que demande l'ADRETS, notamment, ou le ministère du Travail. Donc, forcément, je dois me tenir parfaitement informée. On le sait, dans la formation professionnelle, les documents, en tout cas les contraintes, peuvent changer très rapidement. On en discutait tous les trois l'autre jour. On voit régulièrement dans les documents de nos clients, ou moi en audit, mentionner encore la directe, qui, donc pour ceux qui ne le sauraient pas encore, a changé de nom en avril 2021 et s'appelle aujourd'hui la DRETS ou la DRIETS en Île-de-France. Bon, donc se tenir au courant et faire sa veille réglementaire correctement, c'est aussi savoir ça et donc avoir mis à jour, par exemple, sa convention de formation si elle mentionne la directe encore. Vous avez sans doute d'autres exemples à proposer d'ailleurs, Michel et Pierre-Henri. Oui, ils sont nombreux, mais c'est souvent des documents, effectivement, des documents qui permettent de contracter entre le prestataire et le bénéficiaire, sur lequel il y a des anomalies réglementaires du type c'est pas le bon article de loi, c'est pas le bon décret, c'est pas, enfin des choses qui ont été reprises en automatique parce que heureusement la plupart des DRES ou DRIS, je sais pas comment on le prononce vraiment. Non, ça personne ne le sait. Hein. Sont en situation de donner des exemples, donc des modèles, on peut les télécharger sur leur site web respectif. Et c'est vrai que bon, ça vaut quand même le coup d'aller jeter un coup d'œil régulièrement, tant est que ces documents soient à jour, ce qui est un autre sujet. Mais en tout cas, faire attention à ça, parce qu'effectivement, des documents qui sont quand même comme les conventions de formation ou les contrats individuels de formation sont quand même des documents qui sont des contrats. Donc, si on devait les contester à un moment ou à un autre, soit quand même à jour et conforme. Voilà, ça c'est un exemple concret que je puis donner. Bien, alors, vous pouvez donner des exemples, moi que je rencontre très très fréquemment dans les accompagnements, en dehors de la question de la DRET, ça s'appelle encore la directe dans les documents, mais j'ai aussi, alors, je ne sais pas si ça ne dépasse pas les 80%, des conventions qui mentionnent l'article L6313-1 du Code du travail à la mode 1er juillet 2017, 1er janvier 2019. On disait action de formation, puis il y avait 14 cases. Donc, on choisissait nature de l'action de formation, on choisissait une des 14 cases. Oui, mais cet article du Code du travail a changé le 1er janvier 2019 et on ne parle plus d'action de formation. L'action de formation est devenue une action de développement des compétences.
c'est le nom de l'article. Hein. Une les parmi les actions 4. de Voilà. développement des compétences sont les suivantes: action de formation, bilan de compétences, accompagnement à une VAE et apprentissage. Ah ben tiens, c'est nos 4 catégories de Calliope, dites donc. Mais j'écris quand même dans mes conventions article de développement des compétences du salarié. Bon, ben non. Voilà. Donc à ce moment-là, moi je suis auditeur, je vois ça à l'indicateur 1, je dis, bon, vous avez déjà une non-conformité à l'indicateur 23 dès le début, vous n'exploitez pas votre veille si vous en avez une. Eh oui. Hein, bon. Voilà, un exemple. Mais bon, on ne peut pas en faire une affaire non plus extraordinaire. Hein, c'est pas... Parce que vous voyez, cet article du Code du travail, il a été le même entre le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2019. Donc, on n'est pas sans arrêt en train de modifier ces documents non plus. Mais quand on les modifier, il faut le faire. Voilà. Exactement, il faut le faire au moment où ça se passe. Et donc, le danger, c'est si on ne fait pas une veille régulière, c'est de se retrouver effectivement quelques jours avant son audit de surveillance, on va en reparler ensuite, avec des documents qui, depuis notre audit initial, sont erronés et je ne peux plus les modifier a posteriori. Hein, je ne vais pas faire du rétroactif sur ces documents-là. Donc, effectivement, il faut faire une veille régulière pour que quand la modification a lieu, je la fasse tout de suite et que donc je puisse montrer à mon auditeur que je n'ai pas perdu de temps et que j'ai été en conformité réglementaire dès la sortie de ce changement. Voilà, ou presque. Il y a une tolérance quand même. C'est ça. Bon. Comme mon article L6313-1 a changé le 1er janvier 2019. Oui, là, on va être un peu moins tolérant. C'est encore avant le 1er janvier 2019, j'ai un problème quand même. Oui, c'est ça. Bon, donc pour continuer par rapport à l'objectif de pertinence, ça vise quoi? Ça vise déjà le formateur en tant que tel, hein, donc mes équipes. Il faut que mes connaissances et celles de mes équipes restent à jour, on l'a vu tout à l'heure, et ça va satisfaire tout à fait aux critères 4 et aux critères 5, c'est-à-dire à la mise en œuvre, aux moyens, mis en œuvre pour ma formation et aux compétences. L'objectif d'amélioration qui était au critère 7, ben oui, voilà, ma veille va me permettre d'optimiser mes process, on en a parlé, et aussi de grandir. Voilà. Donc, on le voit, la veille qui est au centre de tout influe sur l'ensemble des critères de Calliope et donc l'ensemble des indicateurs. Donc, comment faire vivre votre certification grâce à la veille? C'est la veille qui va vous permettre de faire vivre votre certification et pas le contraire. On va peut-être prendre quelques questions. Je vois que Pierre-Henri fait des réponses, parce qu'on entend bien ton clavier. Oui, mais je peux le faire verbalement. Il y a des questions intéressantes, bon, qui ne sont pas directement en lien avec la veille, mais qui vaudront la peine d'y répondre, parce que là, on mentionne par exemple une question qui demande si il est nécessaire de faire signer une convention de formation lorsque une personne utilise son CPF. Ben non. Non, avec réserve, attention. Hein. Oui. Vous contractez avec un particulier. Donc, comme vous contractez avec un particulier, ce sont les CGU, donc des DOF, qui vont faire lieu, en fait, si vous voulez, de contrat. Mais, il y a un cas particulier qu'il ne faut pas oublier, auprès duquel il ne faut pas passer, c'est lorsque le particulier, donc là, ce ne serait pas une convention, mais un contrat individuel de formation, lorsque le particulier finance une partie de la formation, auquel cas vous devrez contracter avec lui en direct. C'est le seul cas. Voilà. Je pense que on peut répondre dans le chat comme ça, mais comme ce n'est pas véritablement l'objet de… Voilà, donc j'ai répondu tout de suite. Tu as raison, Michel, tu as raison. On va se perdre dans les questions. C'est pareil, Nadège, un formateur sous-traitant n'a pas obligation de transmettre ses contenus pour que l'OED donne… Là, vous posez des questions qui nous sortent un peu de notre sujet de la veille. Donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas y répondre, mais vous pouvez nous… On l'a fait, j'en ai fait. On va avancer sur les questions qui concernent la veille, si on a encore du temps à la fin, éventuellement. Le temps passe vite. Voilà. Message reçu, 5 sur 5. Voilà. Juste un truc, Pierre-Henri, coupe ton micro si tu réponds avec ton clavier, parce qu'on entend ton clavier sinon. Ah, je suis navré. Non, mais c'est pas très grave, hein, mais…
juste comme ça qu'on évite d'entendre le clavier. Hein. C'est sympa de répondre dans le chat, en tout cas. Voilà. Allez, les exigences de veille du critère 6. Et justement, ça va faire réponse à quelqu'un qui demandait quelle était l'exigence sur la veille lorsqu'on est en OF avec une seule personne. Eh bien, ce sont les mêmes pour tous, les exigences de Calliope. Donc, les indicateurs qui vous demandent de réaliser et d'exploiter une veille sont ceux qui sont listés sur cette diapositive. Donc, l'indicateur 23, 24, 25 et le 23 avec le 26 sur le champ du handicap. Donc, si on détaille, on vous demande de réaliser une veille sur le champ légal et réglementaire de la formation professionnelle, sur les évolutions des métiers, compétences et emplois de vos secteurs d'intervention, sur les innovations pédagogiques et technologiques qui permettent l'évolution de vos prestations et sur le champ réglementaire du handicap et ses possibilités de compensation. La compensation, c'est comment je permets à une personne qui est en situation de handicap de suivre la formation ou le bilan ou l'accompagnement avec le moins de contraintes possible. Donc, comment je m'adapte à elle. Voilà. Donc, on vous demande de réaliser cette veille, mais pas seulement, et on va insister beaucoup aujourd'hui sur cette notion d'exploitation. L'exploitation, c'est comment j'utilise donc certaines des informations que j'ai collectées, et non pas toutes, hein, certaines des informations que j'ai collectées pour mener des actions ou prendre des décisions au sein de mon organisme. Donc, comment cette information va influer sur mon organisme. Et je dois démontrer cette exploitation. Donc, je ne peux pas me contenter effectivement de dire, voilà, effectivement, je suis abonné à telle ou telle newsletter ou je suis tel webinaire, etc. Je dois forcément l'avoir noté. Si ça a été important pour moi, si j'en ai fait quelque chose, je dois l'avoir noté et noter l'action que j'ai menée grâce à ce contenu. Et on ira même plus loin. L'auditeur va vous demander aussi la preuve de réalisation de cette action. Je prends un exemple. Il y a quelque chose qui sort dans l'actualité qui va venir enrichir mon support de cours, par exemple. Ça peut être une forme d'exploitation. Hein, donc, je capte cette information, je vais vouloir l'insérer dans mon cours. Je vais donc noter l'information collectée, le fait que j'ai modifié mon support de cours et montrer à mon auditeur la version 1 et la version 2 de mon support pour lui montrer la modification. Donc voilà, ça va jusque-là. Et qu'on soit tout seul ou qu'on soit 150 dans l'organisme, c'est la même chose. Alors, j'entends bien que ça peut être beaucoup plus contraignant pour une personne seule, mais l'objet de ce webinaire, c'est aussi de vous montrer qu'il y a des façons de faire qui ne sont pas si compliquées et que ça va beaucoup vous apporter, même en étant tout seul. À l'audit initial, pour ceux qui l'ont passé, vous l'avez sans doute vécu comme ça, l'auditeur va vous demander à minima une preuve d'exploitation par indicateur de veille. Donc, une preuve pour le 23, pour le 24, pour le 25, pour le 26. Ça, c'est l'audit initial. Et effectivement, l'auditeur, lors de cet audit, tient compte du fait que Calliope, ça reste encore quelque chose de nouveau pour les organismes, que la veille, c'était peut-être pas quelque chose que vous faisiez jusque-là, donc il y a cette tolérance-là. En revanche, là, on entame, pour certains, les audits de surveillance, et je peux vous dire que d'ores et déjà, la veille est un vrai sujet de non-conformité. Hein. Ça l'a été aux audits initiaux, mais ça va l'être encore plus aux audits de surveillance, parce que là, on ne va pas se contenter d'une preuve par indicateur de veille, mais on va vous demander de démontrer que cette veille, elle a été faite de façon régulière. Alors, vous allez forcément poser la question, combien on va vous demander de preuves? Il n'y a pas de réponse à cette question. Dans le guide de lecture ou dans le décret, absolument à aucun moment, on nous donne, en tant qu'auditeur, un nombre de preuves de veille à collecter. Non, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que cette veille, elle a été réalisée peut-être, je ne sais pas moi, de façon régulière un peu chaque mois. Vous allez donc montrer des contenus collectés pendant ces 18 mois, tout au long de ces 18 mois. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, quand il y a une information réglementaire qui influe tout de suite sur vos documents, vous l'avez pris en compte rapidement ou pas? Est-ce que vous avez bien pensé à diffuser cette veille aussi? Ça va être important. On va en reparler parce qu'elle n'est pas faite juste
pour faire plaisir à l'auditeur, elle est là aussi pour entretenir les compétences de vos salariés ou de vos sous-traitants aussi, hein, parce qu'il n'est pas interdit de diffuser la veille aux sous-traitants, au contraire, c'est une bonne idée. Voilà, donc cette régularité va être importante, d'où l'intérêt d'avoir pensé sa veille, d'avoir pensé son système de veille en amont. Je vais laisser parler un petit peu mes petits camarades qui sont studieux et qui sont en train de répondre aux questions, mais Michel, je ne t'entends plus, tu as coupé ton micro. Pardon, oui, je coupe mon micro quand je réponds sur le chat comme Pierre-Henri. Donc, on te laisse œuvrer à l'animation de ça, mais je t'écoute quand même avec… J'espère bien que tu m'écoutes. Je voulais répondre quand même à une question et en parler aussi avec toi sur cet aspect audit de surveillance. Parce qu'une question, quelqu'un nous dit comment l'auditeur va juger que ma veille est correcte. Alors moi, j'aime pas trop le mot correct parce qu'on n'est pas dans un contrôle non plus, hein, même à l'audit de surveillance. Votre veille, elle doit exister et être exploitée. Maintenant, c'est votre affaire. On est dans un système, on est dans un audit de processus et pas dans un audit de procédure. Donc, vous avez votre système de veille, vous le faites vivre, et puis quand il y a besoin de l'exploiter, vous l'exploitez. Par exemple, j'étais en train de répondre à la question « Ah, ben, j'ai pris un LMS avant Calliope, et puis à l'audit de surveillance, je ne vais pas pouvoir justifier que j'aurais changé de LMS en cours pour montrer que je mets à jour. » Mais personne ne vous demande de changer de LMS. En revanche, vous téléchargez le guide des LMS 2022 que vient de publier mes amis du FOD, hein, le 3F, ffod.org, hein, le Forum des acteurs de la formation digitale. Bon, et puis vous lisez ce guide LMS 2022, puis peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses nouvelles dedans et que vous allez peut-être discuter avec votre LMS en disant « Dites donc, il y a une nouvelle fonctionnalité là, est-ce que vous pensez de la mettre en place ?» Vous faites, voilà, vous êtes pas, personne ne vous oblige à changer de LMS pour dire, voyez, j'ai exploité ma veille, j'ai changé de LMS, si j'ai bien compris la question. Hein. Mais le message, c'est quand même de dire que même à l'audit de surveillance, il faut montrer, enfin, tu me diras si je me trompe, Alexa, mais il faut montrer qu'on exploite sa veille et que quand il y a lieu de l'exploiter, si c'est rien passé, ben il s'est rien passé, ou si c'est passé quelque chose qui ne me concerne pas ou qui ne m'intéresse pas, ben, si ça n'a pas de conséquences réglementaires, si ça n'a pas de conséquences juridiques, si ça n'a pas de conséquences en matière de sécurité de mes stagiaires, bon, je suis pas obligé non plus de tout le temps. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Non, l'auditeur, comment l'auditeur est censé travailler, c'est un faisceau d'indices. Si vous lui montrez qu'effectivement vous êtes abonné, en tout cas vous consultez régulièrement telle ou telle source, et que grâce à telle ou telle source, voilà, vous avez pu mener quelques actions, je ne peux pas être plus précise parce qu'effectivement, d'un organisme à l'autre, la quantité ne va pas du tout être la même. Sur certains types d'organismes, évidemment, si vous montrez une preuve d'exploitation en 18 mois alors qu'il y a énormément de choses qui ont bougé dans votre environnement parce que, par exemple, vous travaillez dans le numérique et que dans les formations numériques, forcément, tous les jours, il y a des évolutions métiers, tous les jours. On parle de métaverse, on parle d'intelligence artificielle, on parle de… Voilà. On ne vous demande pas forcément de mettre en place ces outils. Non, simplement de rester informé parce que ça va influer sur ce que vous dispensez comme cours à vos étudiants ou à vos bénéficiaires. Donc voilà, c'est une logique à acquérir. À aucun moment, on peut vous donner une recette parfaite parce que la recette parfaite, c'est celle qui vous correspond. Et ça, c'est valable pour tout Calliope, pas seulement sur la veille. C'est un processus qui doit vous correspondre. Donc, ce n'est pas vous qui vous adaptez à Calliope, c'est comment vous prenez en compte les exigences de Calliope pour qu'elles s'adaptent à votre système. Ça reste un système qui vous correspond. Voilà. Ça, j'insiste parce que combien de fois on voit des choses qui sont mises en place lors des audits qui sont là, comme vous le disiez tout à l'heure, pour faire plaisir à l'auditeur ou en tout cas pour satisfaire aux exigences du référentiel. Oui, mais non.
au quotidien, vous allez devoir ces choses-là les faire vivre. Il faut qu'elles vous ressemblent. Tant qu'elles correspondent à ce qui est demandé, peu importe la forme qu'elles vont prendre. Voilà. La question n'est pas tellement, je crois, c'est Sylvie qui nous disait, je comprends que la veille, enfin, je ne sais plus la question, mais je ne la retrouve pas, mais que la veille peut être faite par anticipation sans nécessairement prouver son application. Mais vous prouvez son application à partir du moment où elle est pertinente, l'application. Bien évidemment, ce qu'on ne vous demande pas, c'est « Ah bah tiens, dites donc, moi, auditeur, j'ai vu que y avait c'est quelque chose de nouveau, démontrez-moi que vous avez adapté ça. » Bon, c'est pas ça. D'abord, c'est vous qui pilotez l'audit et pas l'auditeur. Donc, vous expliquez comment vous travaillez, etc. Puis vous racontez comment vous exploitez la veille et comment vous êtes allé à des salons, comment vous êtes allé à des webinaires, comment vous êtes allé ici et là. Est-ce que vous avez fait de cette veille ou pas, hein, voilà, puisque il faut encore une fois que l'exploitation soit pertinente. Mais on n'est pas dans un contrôle, hein. Non, non, ce n'est pas un contrôle. Donc, par exemple, si on prend le LMS que tu évoquais, le fait de se renseigner, parce qu'on a peut-être un projet de mise en place, c'est déjà entamé effectivement une forme d'exploitation. Comme tu disais, j'ai téléchargé le guide de la FFOD, je suis allée à tel ou tel salon, je me suis renseignée, finalement je ne l'ai pas mis en place, mais je peux démontrer que je me suis renseignée. Bon, bah, ça c'est une forme d'exploitation. On n'est pas obligé effectivement d'aller au bout de toutes les démarches, mais dans une entreprise, c'est la même pour tout, la même chose pour tout. À chaque fois qu'on prend une décision, on est bien obligé de se renseigner en amont. Donc là, on vous demande de conserver la preuve que vous vous êtes renseigné, qu'il y a eu une démarche de réflexion, par exemple, pour citer cet exemple-là. Voilà. Ça m'étonnerait bien que dans tout ce que vous avez dans votre système de veille, le jour de l'audit de surveillance, vous n'ayez pas déjà, de toute façon, exploité la veille, parce que c'est un peu, moi, Calliope, je dis toujours, c'est du Molière, on fait du Calliope sans le savoir. Hein. Et ben, il y a des fois, on exploite la veille, on ne s'est même pas aperçu qu'on est en train d'exploiter de la veille. Et c'est après, on dit, oh, mais au fait, j'ai fait ça, oh, mais au fait, j'ai fait ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est notre vie quotidienne d'entrepreneur. Et notre vie quotidienne d'entrepreneur, on est tout le temps en veille. Hein. Je dis toujours, moi, critère 1, critère 2, c'est avant la formation. Critère 3, 4 et 5, c'est pendant. Critère 6, c'est tout le temps. Et puis critère 7, c'est après. Mais le critère 6, c'est pas avant, pendant ou après la formation, c'est tout le temps, c'est en permanence que je suis en veille. Et je suis en veille sans le savoir. Alors bon, on me demande de le formaliser un peu dans Calliope avec quatre thématiques particulières. Mais enfin, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, enfin pour moi en tout cas. Hein. C'est intéressant de le formaliser, en tout cas. Je crois qu'on a un sondage à lancer, Cathy, avant la diapo suivante, au moment de la diapo suivante. On continue ? On continue. Merci en tout cas de votre de vos réactions, les participantes et participants. Allez, construire un système de veille structuré. On y arrive. Ok. Je voyais une question, en quoi le fait de formaliser notre utilisation de la veille est pour nous et pas pour Calliope. Eh bien, je comprends la question pour me l'être souvent posée aussi, à essayer de trouver une réponse à apporter à mes clients. Je crois qu'on est tous pris dans un tourbillon quotidien. Hein. Il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent par divers canaux, les réseaux sociaux, la radio, la télé, les webinaires, les vidéos, on ne sait plus où donner de la tête. Ok. Donc, ce n'est pas l'information qui manque, c'est la structuration de cette information et donc le suivi. Parce que, par exemple, ah tiens, ça, je sais que j'ai eu cette info. Mais où ? Où est-ce qu'elle était cette info? Est-ce qu'elle était arrivée dans mes mails en newsletter? Est-ce que je l'ai entendue à la radio? Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est cette structuration justement. Et ce n'est pas pour faire plaisir à mon auditeur Calliope, c'est parce que si je fais l'effort de, quand l'info m'arrive, la collecter, si elle est intéressante pour moi, hein, et la conserver quelque part de façon structurée, quand j'en aurai besoin, je vais savoir la retrouver et m'en servir. Donc justement,
comment est-ce qu'on peut construire un processus de veille structuré? Alors déjà, on va s'interroger forcément si je suis tout seul ou si j'ai une équipe de 10 personnes, elle va être structurée différemment. Donc, je vais définir quelles sont mes ressources disponibles en temps, en fréquence accordée à cette veille, en moyens humains, donc équipes qui peuvent m'aider à faire cette veille, et est-ce que j'ai déjà un ou des outils qui vont me permettre de collecter cette veille. Je vais aussi lister toutes mes thématiques de veille. Forcément, au-delà de la veille réglementaire sur le champ de la formation professionnelle ou celle du handicap ou celle de l'innovation pédagogique et technologique, qui concerne donc tous les acteurs de la formation, il y a des thématiques qui me sont propres et qui sont liées à mes champs d'intervention. Donc, je vais lister les thématiques et les mots-clés qui me concernent. Ensuite, je vais commencer à identifier les sources. On va voir sur les diapos suivantes qu'on vous propose des sources qui sont un petit peu incontournables, qui sont en tout cas très, très pratiques à utiliser parce que riches. Donc, je vais identifier, lister toutes mes sources, mais attention, je le vois souvent lors des audits, la liste des sources, ce n'est pas la veille. Ça, c'est simplement la liste des endroits où je vais aller chercher cette information. Donc, on ne peut pas se contenter de présenter ça, par exemple, lors de l'audit. Comme je le vois souvent, c'est voilà, je vais régulièrement où je suis abonné à ça, ça, ça et ça. Très bien, ça c'est un premier pas, c'est parfait, vous l'avez listé. Et ensuite, justement, je vais collecter les contenus et les archiver efficacement. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction, aller un petit peu dans ma boîte mail, un petit peu sur mon ordinateur, un petit peu en papier. Bon, le jour où j'ai vraiment besoin d'exploiter ma veille, j'en serai pas capable. Donc, je structure ça aussi. Où est-ce que je collecte, où est-ce que je mets, où est-ce que je dépose mes contenus? Ça peut être sur un drive, un cloud, etc. Ça peut être tout système qui vous paraîtra important et judicieux pour vous. Et puis, on le disait tout à l'heure, tout n'est pas applicable à mon organisme. Donc, en lisant, je vais aussi arbitrer ma sélection. Je vais aussi arbitrer mes sources. Tiens, je m'étais intéressée à telle source, au final, je vois qu'elle n'est pas si pertinente pour moi, je la sors de ma sélection. Donc, forcément, c'est un travail au départ de mise en œuvre, mais ensuite, une fois que ce travail est posé et défini, vous allez voir que ça va rouler assez vite et tout seul. Ensuite, je vais aller exploiter ma veille. Et donc là, c'est le dernier travail qui vous reste à faire. Une fois que j'ai fait cette sélection de contenu, je vais indiquer ce que j'en fais. Voilà, quelles sont les actions que je vais mener. Et ça, c'est la dernière étape, l'exploitation de votre veille et la conservation des preuves de cette exploitation. Voilà, donc je ne sais pas si déjà ça répond à certaines de vos questions, si c'est un petit peu plus clair pour vous. On va voir sur les diapos suivantes quelques exemples de sources et d'outils. Mais voilà comment on structure une veille en se posant ces différentes questions. Sur l'exploitation des preuves, sur les preuves de l'exploitation de la veille, vous savez, ça vient souvent dans le cours de l'audit. C'est pas l'indicateur 6 qu'on dit ça, c'est « Ah ben je vous ai déjà montré ça à l'indicateur 1, regardez, il y a eu un changement sur le plan réglementaire, je vous ai montré la mise à jour de mes conventions. » Vous voyez, c'est-à-dire que c'est en ça que la veille est au cœur du système Calliope. C'est-à-dire vous pouvez, au fur et à mesure que vous développez les indicateurs, vous pouvez dire « Ah bah tiens, j'ai mis ça en place parce que j'ai trouvé ça grâce à mon système de veille. Oh bah tiens, j'ai fait ça parce que j'ai trouvé ça grâce à mon système de veille. » Et partout, dans tous les indicateurs de Calliope, vous pouvez faire un lien avec la veille. Et donc, du coup, quand on arrive au critère 6, voilà, on a déjà tout prouvé dans différents indicateurs avant d'y arriver. Vous voyez, bon. Par exemple, sur la question du handicap, j'ai l'indicateur 10. Vous savez, l'indicateur 10, on vous dit, l'indicateur 10 vous dit montrer comment vous essayez d'adapter votre formation à des situations particulières, à des profils particuliers. Et puis on vous dit, un élément de preuve est de montrer, par exemple, que vous avez une liste à jour des personnes ressources auxquelles vous pouvez mettre appel, liste à jour, mise à jour régulièrement. Liste des personnes ressources mise à jour régulièrement. Alors, sauf que ça veut dire quoi régulièrement? Est-ce qu'il faudrait dire à l'indicateur 26 que tous les mois, je vais mettre à jour cette liste? Tous les 3 mois, tous les 6 mois? C'est quoi régulièrement? C'est rien du tout. Eh bien, je mets à jour cette liste quand j'ai une personne en situation de handicap et qu'il faut que j'adapte ma formation à cette personne. Bon,
Alors, de temps en temps, je vais regarder effectivement sur le site de la GFIP si les choses ont évolué, etc., parce que je suis abonné à la lettre de la GFIP. Et puis, quand il y a quelque chose qui se passe, eh ben, j'en tiens compte si nécessaire. En tout cas, je me prépare à faire ça. Vous voyez, eh ben, là, j'ai dit, tiens, j'ai mis à jour ma liste parce que j'ai accueilli une personne en situation de handicap. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, j'ai dû me faire aider par quelqu'un de la GFIP. Donc, j'ai mis à jour ma liste pour aller vérifier. Ben, regardez, voilà, j'exploite ma veille quand je fais ça. Et je vous en parle à l'indicateur 10. Mais l'exemple de la GFIP est un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont dû s'adapter. Calliope est arrivé avec du coup cette thématique du handicap qui est quand même centrale dans le référentiel. Les acteurs du handicap n'étaient pas forcément préparés à ça. Eux aussi ont fait l'effort de faire évoluer leur process et de proposer des centres de ressources handicap par région. Mais d'une région à l'autre, c'est assez disparate et ça continue d'évoluer. Donc, ce que je n'ai pas comme outil aujourd'hui dans ma région, peut-être que dans une semaine, un mois, 6 mois, ça va apparaître. Donc, rester en veille, c'est aussi ça. C'est se dire, bon voilà, moi je suis par exemple à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, j'ai un super centre ressources formation handicap avec plein d'outils dedans, plein de ressources. Je sais, pour avoir travaillé comme accompagnatrice dans d'autres régions, que ce n'est pas le cas du tout. Alors, je vais aller peut-être chercher dans la région d'à côté si j'ai des outils, mais je vais rester aussi en veille pour savoir si dans ma région, les choses n'évoluent pas. Il y a aussi des nouvelles applications. Pour rester sur cette thématique du handicap, il y a une application qui est sortie il n'y a pas si longtemps, qui est dédiée aux référents handicap, une application sur les smartphones. Bon ben voilà, ça n'existait pas il y a encore 6 mois. Donc, vous voyez, rester en veille, c'est aussi ça, c'est pouvoir capter au passage des outils, des informations qui vont vous être tout de suite utiles. Voilà. C'est pas bête et méchant, c'est pratico-pratique. Vraiment, s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ça, c'est que la veille, avant toute chose, c'est du pratico-pratique pour vous et ça va finalement être un gain de temps et de productivité pour vous. Oui, et quand j'entends effectivement les différents exemples, je partage. Et en même temps, je me dis que des fois, on se complique un peu la vie, effectivement. Et je le vois dans le chat, là, je ne réagis pas immédiatement. Mais en fait, des choses simples, comment peut-on faire voir la diffusion de la veille? Par exemple, c'était une des questions à un moment. En fait, un mail. Pas mal de clients, en fait, si vous voulez, qui ont des équipes. En fait, ils font des réunions d'équipe. Et à l'ordre du jour, ils mettent les dernières évolutions, ça peut être au niveau des métiers, etc. Mais c'est dans le cadre d'une réunion d'équipe, en fait, qui ne concerne pas que ça. Mais on met à jour les connaissances des gens au fur et à mesure comme ça. Eh bien, on fait des comptes rendus de réunion. Tout le monde fait ça. Et donc, en fait, le seul fait de produire, alors on n'appelle pas celui un procès verbal, mais enfin, c'est un peu ça. C'est un compte rendu de réunion. Oui. Et on le produit. Et l'auditrice, auditeur est tout à fait à même de dire, OK, c'est très clair, et vous avez fait quoi? En fait, les gens ont été surpris parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait les modifications des conditions sanitaires. On les a mis tout de suite dans l'application de nos établissements. Ça, c'est une preuve, en fait, d'utilisation de la veille. Vous voyez, c'est très simple des fois. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. C'est le fait qu'effectivement, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a eu une panne d'ascenseur ce jour-là et qu'il y a quand même des choses qui sont importantes et qui font que malheureusement, on a une ou deux personnes qui ont eu des difficultés à s'y rendre. Donc, on a mis en place un dispositif de réflexion et d'action sur si ça se reproduit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a quand même une réglementation, alors pas forcément des personnes en situation de handicap au sens permanent, mais une personne qui malheureusement s'est brisé la jambe au ski, par exemple, qui n'a pas autre chose que des cannes anglaises pour se déplacer, voilà un cas concret. Donc ça, mais comment on a mis ça en place? Parce qu'on doit bien sûr pouvoir continuer à recevoir du public et des fois dans des circonstances qui n'étaient pas forcément prévues. Donc on en a parlé, on a rédigé un compte rendu et il y a un pour action. Voilà, bon, ça, c'est des choses simples à faire. Voilà, alors pour aller dans le sens de ce que dit Pierre-Henri, alors indicateur 17, par exemple, sur la question des locaux. Moi, je n'ai pas de locaux, je loue tout le temps des locaux, je ferme ou je vais dans les entreprises. Bien, il y a le Covid qui arrive, il y a les confinements, il y a des règles sanitaires.
vous avez fait un cahier des charges dans lequel vous dites, moi, la salle dans laquelle je vais former doit obligatoirement être lumière du jour, aérable, la salle doit permettre d'avoir un espace entre chaque personne d'un minimum de 1 mètre. C'est les règles sanitaires qui s'imposent. Ben, vous faites un cahier des charges que vous envoyez à tous les loueurs que vous allez rencontrer ou les entreprises dans lesquelles vous vous rendez, et puis vous leur dites, si j'arrive et que c'est une lumière qui est en sous-sol, qui n'est pas lumière du jour, la formation n'a pas lieu et vous devez la payer, parce qu'on ne va pas faire un cluster Covid dans une formation avec 12 personnes dans une salle close. Par exemple, ben vous avez fait une mise à jour de votre veille quand vous faites ça. Un exemple, vous voyez. Donc, c'est dans le quotidien, des fois, que vous faites de la veille une exploitation de la veille sans vous en rendre compte. Alors, il ne faut pas vivre ça comme un processus administratif, hein. Simplement, donc le jour de l'audit, ben vous dites, bah regardez, je fais ça. Enfin, il y a une sorte d'échange naturel avec l'auditeur qui se produit. L'auditeur, il est là pour vous écouter. Auditer, c'est écouter. Moi, j'écoute la radio sans arrêt, je suis un auditeur. Bon, ben, quand je suis un auditeur, je suis pas un contrôleur. Donc, on est là d'abord pour écouter. Absolument. Vous dites à l'auditeur, voilà comment je travaille, et voilà comment je fais, et je vais vous montrer que je fais bien comme j'ai dit. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas, hein, donc il n'y a pas de quoi en faire un drame. Et c'est pour ça que ça amène aussi des relations intéressantes avec les auditeurs, et puis que c'est fait pour nous faire tous progresser. Hein, voilà. Donc conserver des preuves de cette exploitation, ça se fait naturellement, j'ai envie de dire. Mmh. Tout à fait. Il ne faut pas, comme tu dis, chercher midi à 14h. Ça reste simple. Alors, après, je voulais finir aussi sur le partage de l'information. Le partage de l'information est une preuve d'exploitation de la veille. Effectivement, on a partagé ça avec nos sous-traitants. Effectivement, on a partagé ça au sein de notre équipe. On a partagé ça avec nos clients. On a partagé ça avec nos fournisseurs. Pourquoi pas, vous voyez? Donc, on exploite la veille. Quand je dis à l'indicateur 17 qu'on impose un cahier des charges à nos loueurs, eh ben, je veux dire, on exploite la veille en informant nos sous-traitants, hein, loueurs, que ben voilà, les règles sont comme ça, et que s'ils nous mettent pas des salles à disposition telles qu'on l'a définies, ça ne fait pas. Voilà, par exemple. Hein. Donc quand je fais ça, j'exploite ma veille. Et j'informe mes sous-traitants, mes fournisseurs que voilà, il y a des nouvelles règles qui se mettent en place pour nous et que c'est comme ça et pas autrement. Il peut y avoir des évolutions dans le règlement intérieur qui est applicable aux stagiaires. Eh ben, je vais aller mettre à jour mon règlement applicable aux stagiaires et puis je vais communiquer l'information à mes stagiaires et aussi à mes donneurs d'ordre. On peut vous donner des exemples à non plus finir. Ah oui. Le sondage, au fait, on avait un sondage ou... Alors, pour vous, la veille est incontournable. Non, ça c'était le premier sondage. On n'a pas fait le deuxième, en fait. C'est pas grave, on peut le lancer maintenant. On peut lancer le deuxième sondage maintenant, Cathy, peut-être? Alors, la question c'est, avez-vous un ou plusieurs outils de veille? Voilà. On continue. Allez, des exemples d'outils de veille, puisqu'on nous en a cité déjà. Ouais, allez, Pierre-Henri ou Michel, allez. Oui, voilà. Allez. Donc, simplement, bien sûr, hein, on interagit les uns et les autres, évidemment. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'aller chercher, dans la mesure du possible, en fait, les acteurs, les parties prenantes dans votre écosystème. Les parties prenantes, ça peut être effectivement déjà les institutionnels, hein, qui peuvent être les ministères, France Compétences, la Caisse des dépôts, pour ne pas les citer. Il y a également une source qui est universelle sur le plan du droit, qui est Légifrance, hein, dans lequel on peut aller piocher des infos, mais c'est quand même... Légifrance, c'est large. On a également souvent la possibilité de pouvoir accéder également sur les pages des différentes DRETS ou DRITS. Bien, il y a les OPCO également. Alors là, je voulais faire une remarque là-dessus aussi sur les OPCO et les FAF. Attention, dans votre veille réglementaire, vous avez d'une part la veille réglementaire strictement dite, c'est-à-dire
bon, la veille réglementaire qui correspond à ce qu'on aurait pu lire éventuellement émanant du ministère du Travail ou émanant de Légifrance, et certaines règles qui sont spécifiques et propres aux financeurs eux-mêmes. Faites attention à ça, parce que c'est très important si vous savez que lorsque vous travaillez dans une branche professionnelle plus particulièrement qu'une autre, les financeurs de la branche, eux, ont effectivement à être connus de vous, d'une part, mais aussi abonnez-vous quelque part à leur page, parce que ils ont des fois des conditions qui sont particulières d'exécution. Puisque en fait, ils sont indépendants en quelque sorte, ces OPCO et FAF. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est le petit clin d'œil que je voulais faire tout à l'heure par rapport à une question qui avait été posée. Alors, si, Pôle emploi, bien sûr, puisque vous travaillez peut-être avec cet interlocuteur, l'APEC, les observatoires des branches professionnelles, je viens de les citer à l'instant, qui sont importants surtout pour vos branches, mais ça aussi, c'est un élément de veille important pour démontrer que autour des métiers et des métiers en tension en particulier, eh bien, effectivement, vous êtes tout à fait au goût du jour. Carif-Foref, incontournable aussi, puisqu'évidemment, ça va vous concerner, vous, régionalement parlant, avec des particularités. Puis surtout, ils ont des lettres, des newsletters, donc qui sont très, très intéressantes. Ça peut effectivement vous apporter plein d'éléments et aussi plein d'idées. C'est intéressant. AGFIP, effectivement, le CEREC, la DARES, ça, c'est un petit peu plus statistique, donc ça peut être intéressant au niveau de la connaissance globale, mais voilà. Ensuite, le FOD, le FOD, nous sommes, Michel, moi, je ne sais pas si Alexa, tu en es adhérente, mais en tout cas, nous en sommes adhérents parce que c'est une source d'information, je le précise, gratuite, puisque c'est une association à but non lucratif, et vraiment, ces informations sont très, très, très bonnes et très au goût du jour, et puis ils pilotent beaucoup d'actions, ils sont des interlocuteurs pertinents pour plein de ministères, entre autres, donc c'est vraiment intéressant d'aller sur le site du FOD, de vous abonner, tout simplement, Après, si vous voulez être adhérent, c'est encore autre chose, mais vous abonner pour avoir en fait des infos régulières. Ils ont l'excellent guide LMS qui vient de sortir là, qui est extrêmement complet et qui vous donnera des éclairages vraiment, vraiment pertinents et surtout totalement indépendants et impartiaux. Alors, ensuite, les syndicats et associations professionnelles, bien évidemment, vous avez intérêt, si vous le souhaitez, bien entendu, à adhérer à un syndicat professionnel. Après, vous avez l'embarras du choix, donc ce n'est pas du tout difficile à choisir. Et certains peuvent vous accueillir parce que vous êtes avec des salariés, d'autres ne peuvent pas vous accueillir lorsque vous n'avez pas de salariés, on verra lesquels, si ça vous intéresse, allez voir. Ensuite, vous suivez ce webinaire, mais il y a également un producteur, j'oserais dire, assez habituel, que nous, en tout cas, on consulte avec beaucoup d'attention, qui est la Squad Qualité. Vous verrez, il y a une page Squad Qualité sur LinkedIn qui est extrêmement riche en informations. Et puis, il y a bien sûr tous les gens que vous pouvez rencontrer qui sont en fait des gens bénévoles, évidemment, qui communiquent sur LinkedIn et autres réseaux sociaux et qui peuvent vous apporter des éléments de veille intéressants. Et souvent, leurs propos sont en fait illustrés par des liens hypertextes qui vous permettent d'aller chercher de l'info plus complète. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a effectivement la possibilité, donc bien sûr, de consulter la presse nationale et régionale quand on est alerté sur la loi de 2018, à l'époque de la loi Avenir Professionnel. Donc, on a eu des infos même grand public, mais ça peut être également à TF1, à Antenne 2, donc les chaînes un peu nationales, vous voyez, et puis d'autres, voilà. Ça, c'est intéressant. Les salons professionnels et conférences, il y a des incontournables qui sont entre autres par des grands intervenants comme Centre Info, le ministère du Travail, qui permettent effectivement de pouvoir aller vers en fait des réunions professionnelles avec des professionnels comme vous. Et ça, c'est très intéressant aussi à exploiter pour vous et puis pour vos équipes, évidemment. Et puis, les centres de ressources handicap, il y a un lien centre de ressources handicap sur lequel vous pouvez vous abonner aussi et qui vous permet d'avoir de l'info régulièrement. Ils ont une newsletter et ça s'appelle Centre de ressources handicap, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter. J'ai été un peu rapide, j'en suis conscient. Alors, moi, je voulais compléter deux choses. D'abord, tu as parlé du FOD. Alors, pour commencer sur le forum des acteurs de la formation digitale, effectivement, Pierre-Henri a bien dit, nous en sommes tous les deux adhérents. Et moi, je suis membre d'un comité, d'une commission de travail sur l'actualisation de Calliope à travers
des éléments de preuve qui pourraient venir de l'action de formation à distance. Parce qu'on a constaté quand même que l'action de formation en situation de travail a un indicateur spécifique, et puis que l'action de formation à distance, personne n'en parle nulle part. Donc c'est un peu une stratégie, un peu de réflexion comme avec la GFIP, de dire mais à certains moments, dans certains indicateurs, on peut justifier de respecter l'indicateur, parce que comment je fais quand je fais du 100% à distance, avec quels éléments de preuve, d'éléments de formation à distance, je peux démontrer que je respecte bien le processus qui est décrit dans l'indicateur. Vous voyez, je veux dire, mon indicateur, il fonctionne, c'est ça qu'il faut que j'arrive à démontrer. Alors, soyez attentifs à l'évolution du FOD, puisqu'il va y avoir quelque chose qui devrait sortir autour de ce que je viens d'expliquer, qui devrait sortir fin mars. C'est-à-dire le travail de ce comité, de cette commission de travail interne du FOD, qui est vraiment très riche et très intéressante. Donc, je ne vous en dis pas plus. Soyez en veille sur ce qui va se passer sur le FOD. Alors, évidemment, sur LinkedIn, vous allez être au courant, puisque toute la formation professionnelle communique sans arrêt sur LinkedIn et comme l'a très bien dit Pierre-Henri, vous avez en particulier cette action menée par un groupe qui s'appelle la Squad Qualité. Alors vous faites dièse Squad Qualité, vous faites dièse qualité, dièse formation professionnelle, dièse formation pro, dièse formateur. Avec les hashtags, vous savez, vous pouvez en trouver des choses sur la veille, sur un sujet qui vous intéresse. Les réseaux sociaux, c'est une source de veille formidable, grâce justement aussi à ce système des hashtags. Vous pouvez faire dièse Calliope sur LinkedIn. Bien sûr, et vous allez trouver plein de choses. Après, encore une fois, structurez juste votre veille. Voilà. Collectez les choses. Voilà. Et donc, je voulais juste insister là-dessus. Dernier point, je voulais insister aussi sur les questions des organisations professionnelles, des syndicats professionnels. Bien évidemment que c'est la source de veille absolue, c'est-à-dire que vous faites partie d'un organisme professionnel où il y a des acteurs de la formation professionnelle comme vous. Vous êtes en veille permanente sur tous les sujets de Calliope, c'est évident. Vous allez à des groupes de travail, vous avez la newsletter, vous avez plein de choses. Je veux juste vous dire quelque chose à propos du syndicat des consultants formateurs indépendants. Il y a une question tout à l'heure qui est où je trouve maintenant la liste qui remplace Datadoc. Bien. La réponse, c'est vous allez dans Google et puis vous faites dans les recherches Google liste publique des organismes de formation. Et puis vous allez avoir le lien vers un site du ministère du Travail qui est data.gouv, je ne sais plus quoi. Bon. Et ce site est mis à jour quotidiennement. Et ce site vous donne tous les numéros de déclaration d'activité de France. La dernière fois que j'y suis allé, il y en avait 109 000. 109 000. Je vous rappelle qu'en 1995, il y en avait 93 000. Alors, quand on nous dit Calliope, Datadoc, c'est pour tuer les petits, quand même, entre 95, 93 000 et aujourd'hui 109 000, les petits se multiplient comme des petits pains. Vous voyez. Donc, si c'était ça le but, il n'est pas vraiment atteint. Bien. Donc, tenez compte de ça. Bien. Donc, vous allez dans cette liste publique des organismes de formation, puis vous allez voir qui est Calliope et dans quelle catégorie. Et ceci remplace Datadoc. Donc, c'est un outil aussi de veille. Bien. 109 000 organismes de formation. À l'intérieur de ces 109 000, il y en a environ 80 000 qui sont des indépendants, comme vous, la plupart d'entre vous, des personnes seules. Bien. Et il y a 400 adhérents au SICFI, le syndicat des consultants formateurs indépendants. Voilà, il y a un truc. Alors, je vous rappelle que je vous dis que les syndicats que nous vous avons donnés ici avec les liens vers leur site web sont des syndicats représentatifs, c'est-à-dire qui parlent avec l'État, avec les autorités, avec les partenaires sociaux, qui parlent avec tout le monde. Donc, le SICFI, c'est le syndicat des consultants formateurs indépendants. Le SINOVDES serait plutôt dans l'environnement économie sociale et solidaire. Puis, les acteurs de la compétence, ça remplace la FFP, c'est la FFP, la Fédération de la formation professionnelle, qui a changé de nom. Bon.
Mais c'est très intéressant. Alors, les acteurs les acteurs de la compétence, l'ex-SSP, sont plutôt côté, on va dire, organisation patronale. C'est lié un petit peu à la fois à la CPME, au MEDEF, etc. C'est-à-dire que c'est plutôt pour des organismes qui ont moins 3 ou 4 salariés. Hein, voilà, on peut, voilà. Et avant, quand on est tout seul, qu'on n'a pas de salariés, le SICFI, d'ailleurs, le SICFI et les acteurs de la compétence viennent encore de re-signer un texte ensemble. Voilà, il y a une cohésion entre toutes ces équipes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très intéressant et très riche d'être dans cet environnement. Pardon pour la longueur de mon exposé, mais je suis passionné, c'est vrai. Oui, puis je voulais préciser une petite chose aussi. Nous, en fait, on est volontiers, Alexa, Michel et moi, avec vous aujourd'hui. Et la plupart des éléments qu'on vous a fournis là, comme étant des sources sont gratuites, 100% gratuites. Après, le fait d'adhérer à un syndicat, évidemment, vous allez avoir une adhésion. Mais pour tous les autres, tout ça est gratuit. Hein. Donc après, bon, il faut compiler, il faut trier, il faut choisir, il faut arbitrer. On l'a dit, Alexa nous l'a dit tout à l'heure, mais ça, c'est 100% gratuit. Hein. Donc il n'y a pas du tout de... Voilà. Après, vous allez voir, il y a des outils qui vous aident à vous simplifier la vie. Mais ça, on en parlera tout à l'heure aussi. Petit clin d'œil par rapport au SICFI, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais à une époque, le SICFI disait si vous êtes adhérent du SICFI, vous avez 50% sur la RC Pro d'une assurance que je ne citerai pas, mais enfin, vous allez voir sur le SICFI. C'est-à-dire que le fait que vous ayez 50% sur le paiement de votre assurance responsabilité civile professionnelle, ça vous amortit une bonne partie de votre adhésion au SICFI, qui est quand même pas si cher. Hein. Voilà. Diapo suivante, les curateurs de contenu, tu peux nous en parler un peu, Alexa? Je finis, hop, voilà, je réponds à quelqu'un. Donc, curateur de contenu, qu'est-ce que c'est? Ce sont des outils qui sont, pour la plupart en tout cas, gratuits. Bon, après, c'est toujours pareil, selon les outils, vous allez avoir des options qui sont payantes, mais bon, disons que pour la plupart, ils sont gratuits et ça va vous permettre, grâce au flux RSS, alors je ne sais pas si ça parle à certains, mais en rentrant les adresses des sources que vous voulez suivre, d'avoir des remontées automatiques de leurs articles. Donc déjà, ça vous évite d'aller sur 20 sites. Vous allez sur, par exemple, NetVibes, Feedly ou autre, et vous allez avoir l'aspiration finalement des thématiques ou des sources que vous avez listées. Donc, c'est un gain de temps, bien sûr, pour vous. Ça vous permet donc de faire cette présélection et ensuite, on n'oublie pas, j'insiste là-dessus, l'exploitation. Mais là, au moins, vous avez aspiré vos sources favorites. Donc, voilà, on vous en a listé quelques-uns. Après, bien sûr, les abonnements aux newsletters, oui, ça, c'est notre quotidien à tous. On est tous abonnés à de nombreuses newsletters. Le danger de ça, je lisais quelqu'un qui parlait d'infobésité. Oui, attention, abonnez-vous aux newsletters qui vous sont réellement utiles parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de les lire. Et l'intérêt, c'est quand même de les lire et de choisir ce que, dans la newsletter, vous voulez conserver comme utile. Voilà. Après, il y a la chaîne Qualité et formation professionnelle sur laquelle nous intervenons aujourd'hui. Voilà, ça c'est effectivement une excellente source de veille. Tu le diras pas par modestie, humilité, mais bon, moi je le dis sans gêne, je suis abonné, pourtant je suis très très à l'aise avec les sujets de veille, évidemment, vous l'imaginez, je fais de l'accompagnement, je suis consultant, mais je me suis abonné également à veilleformation.com parce qu'effectivement, ça me simplifie la vie. Alors, je ne vais pas vous faire l'apologie de cette application, cet outil, mais vraiment, moi, j'adore. Et pour des raisons très simples, et chez pas mal de mes clients, d'ailleurs, qui ont adhéré aussi, parce que, effectivement, c'est un outil qui est conçu par Alexa, à la base, et qui est elle-même auditrice. Donc, on peut penser que quelque part, elle sait à peu près de quoi elle parle, déjà, d'une part, et d'autre part, en termes de connaissances, comment? Un petit peu. Ben oui, j'imagine bien. Donc, après, vous irez voir si ça vous intéresse de visiter ce site et vous nous direz peut-être d'ailleurs ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est intéressant aussi d'avoir à un moment donné le fait qu'on fasse du bouche à oreille les uns avec les autres sans objectif mercantile.
Hein, moi, je vous donne mon exemple personnel qui n'engage que moi. Voilà. Et je suis vraiment. Je te remercie de faire ce témoignage client. Oui, non, mais je le fais spontanément. Parce que... Après, c'est sûr que c'est toujours gênant pour moi d'intervenir avec toutes mes casquettes, mais l'idée, effectivement, c'est pas que tout le monde s'abonne à Veille Formation. C'est sans doute ça ne s'adressera jamais à tout le monde parce qu'effectivement, c'est un outil payant. Maintenant, cet outil, il est aussi géré par des experts de la formation et on passe un temps infini, effectivement, à remonter toutes ces sources et à permettre aux gens, justement, de les exploiter de façon très simple puisqu'il y a un outil intégré. Donc, forcément, c'est une vraie solution et je m'arrête là. Voilà. Et j'ajouterais une chose aussi, indépendamment du fait que c'est payant, vous avez l'élégance chez Veille Formation de faire appel à des experts extérieurs qui contribuent régulièrement, gratuitement, sur des tas de sujets. Hein, au-delà de l'aspect mercantile. Et d'ailleurs, je les salue parce qu'ils sont peut-être en train de nous écouter, que ce soit il faut le dire aussi. Élodie Arnaud Cavigioli ou Pascal Lécaille. Voilà, et c'est des gens qui ont pignon sur rue, comme on dit, et qui sont à écouter de la profession. Donc, ça vaut le coup quand même, effectivement, aussi d'aller voir ne serait-ce que les articles, les posts gratuits de Veille Formation. C'est un point commun qui nous lie avec Alexa, cette façon d'inviter des gens extérieurs dans nos deux supports, finalement, veilleformation.com, qui est un outil payant, mais oui, qui se justifie bien d'être payant parce que c'est un vrai outil indispensable. Nous sommes abonnés aussi et moi j'ai mon équipe qui m'en parle régulièrement en disant c'est formidable, on progresse, on est au courant de tas de choses. Et puis il y a aussi justement ce que fait Alexa et ce que je fais moi aussi avec la chaîne qualité et formation professionnelle.fr, c'est inviter des personnes qui viennent nous apprendre des choses. Moi-même, des fois, avec mon outil, avec la chaîne qualité et formation professionnelle, voilà, j'apprends des choses. Par exemple, j'ai fait intervenir des personnes sur la VAE. Je connaissais rien à la VAE, moi. Bon, on a fait un webinaire sur la VAE où j'ai appris autant que les personnes qui étaient là. Vous voyez, donc c'est un outil à la fois de partage et d'information et de veille. Voilà. Alors nous, chez Qualité et Formation Professionnelle, la veille, pourquoi c'est un outil de veille? Parce que vous pouvez aller voir les replays, parce que vous pouvez retrouver ces replays sur YouTube, etc. Donc c'est vraiment important pour nous deux, pour Alexa comme pour moi, d'avoir des personnalités, des personnes extérieures qui viennent alimenter nos travaux. Tout à fait. Et ces articles-là, ils sont disponibles gratuitement. Donc, si vous vous abonnez à la chaîne de Michel ou à notre LinkedIn sur Veille Formation, vous aurez ces articles en libre accès. Voilà. Donc, on partage ça tous les trois, cette idée que au-delà de nos professions et de l'aspect mercantile de nos professions, puisque forcément, on est tous des professionnels, et voilà, on a envie de partager ces connaissances-là, d'avoir une mission de diffusion de ce qu'on apprend, nous, par le travail qu'on effectue au quotidien. C'est important et ça ne changera pas. Allez, on termine sur comment exploiter sa veille parce qu'il nous reste 10 minutes. Voilà, donc on vous a parlé beaucoup d'exploitation aujourd'hui finalement et on vous a donné pas mal d'exemples de possibilités d'exploitation. Donc en voici d'autres. La transmission de la veille, par exemple, au travers de simples mails ou par exemple de Slack que vous partagez avec vos équipes ou de newsletters que vous partagez avec vos équipes ou avec vos clients. Voilà, déjà transmettre la veille, ça c'est la première forme d'exploitation possible. Concevoir de nouvelles actions de formation, on en a parlé, ou de nouvelles actions de développement des compétences, puisque au départ, on peut être uniquement organisme de formation et puis à force de renseignements, choisir de faire du bilan de compétences ou de la VAE. On peut rendre ces formations plus accessibles, ça c'est une très belle exploitation. On rappelle que le handicap, c'est pas simplement l'accès aux personnes à mobilité réduite. Le handicap, c'est toute forme visible ou invisible, donc ça part de la dyslexie, la dysorthographie, etc. Ce sont aussi des maladies invalidantes qu'on ne voit pas peut-être à première vue, donc tout ça c'est assez important de considérer.
On peut modifier ces documents administratifs, on l'a suffisamment évoqué aujourd'hui pour qu'ils soient conformes. On peut enrichir ces supports de formation, et ça, je dirais, on peut et on doit, hein, parce que le même support de formation durant des années, c'est qu'il y a sans doute un léger problème. Hein. Il y a forcément plein de choses qui ont dû évoluer dans votre secteur d'intervention. Et puis, on peut choisir de nouveaux outils technologiques ou pédagogiques et transmettre des ressources à ses bénéficiaires, parce que, par exemple, dans le cadre des bilans de compétences, on est censé apporter des ressources à nos bénéficiaires pour faciliter leur recherche d'emploi, leur recherche de métier, etc. Il y a énormément d'applications et de sites qui sont sortis pour vous aider à cela, notamment avec des vidéos de métier, avec des outils pour faciliter l'orientation, etc. Donc ça, quand on est en veille, ça nous permet d'enrichir notre listing, celui qu'on va donner à nos bénéficiaires. Voilà. Puis il y a plein d'autres idées. Mais encore une fois, la bonne idée d'exploitation, c'est la vôtre. La mise en conformité aux attentes de Calliope des différents supports de communication est une forme de veille exploitée. C'est difficile de répondre. Parce que peut-être oui, peut-être non, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Si c'est l'exploitation réglementaire, s'il y a quelque chose qui a changé, vous avez mis à jour votre document, oui, c'est bien une exploitation de la veille. Maintenant, si c'est simplement parce que vous avez changé une virgule dans un document pédagogique parce qu'il vous est venu une idée subite à cause de quelque chose, non, c'est pas forcément une idée de la veille. Enfin, vous voyez, c'est impossible de répondre à cette question. Et encore une fois, c'est vous qui justifiez de la veille. Et vous n'attendez pas qu'on vous pose des questions. Alors, qu'avez-vous fait au sujet de la veille? Vous anticipez, c'est vous qui pilotez votre audit Calliope. Je vois quelqu'un qui soulève que sur la VAE, ça lui semble difficile de répondre à tous les critères, etc. La VAE, finalement, je crois qu'on ne l'aborde pas toujours du bon côté des choses. Vous accompagnez quelqu'un à justifier, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais à mettre en valeur ses compétences vis-à-vis d'un référentiel. Déjà, être informé des évolutions de ce référentiel, ça va être assez important. Parce que les référentiels bougent, on l'a vu là dernièrement, hein, ça a beaucoup bougé. Savoir comment l'aider justement à mettre ses compétences en valeur, donc à les détecter, à les lister, etc. Là aussi, il y a aussi de la veille à faire là-dessus, hein, sur les moyens pédagogiques d'accompagnement de la VAE. Je crois que, en fait, quand vous vous posez la question de la veille ou de tout autre critère de Calliope, prenez le temps de prendre de la distance, vraiment de la hauteur par rapport à votre guide de lecture. Hein. C'est comment ce qu'on me demande de faire, ça peut m'aider à améliorer ma façon de travailler. Voilà, c'est ça la vraie question. C'est pas est-ce que j'ai bien coché la case, c'est comment je peux comprendre ce qui m'est demandé pour que ça soit vraiment une source d'amélioration de ma façon de travailler. Tu as partagé ce matin, Michel, sur LinkedIn, puisque je te suis, un témoignage d'une cliente qui disait qu'elle était rentrée dans Calliope vraiment par obligation, hein, j'allais dire comme 90% des gens, et qui en est sortie, grandie. Elle explique très bien d'ailleurs par quelles étapes elle est passée. Et à quel point aujourd'hui, ça lui a permis de réinterroger ses process, de prendre de la distance par rapport à ce qu'elle faisait et d'ajouter des choses très positives, peut-être même d'en enlever, parce que c'est pas toujours un agrégat. Hein. C'est aussi, tiens, je faisais ça comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de le faire? Donc, ça peut être plus light au final. Et Patricia, elle nous a fait un témoignage ce matin sur LinkedIn absolument formidable, parce que c'est ça qu'elle dit. Oh ben, j'ai regardé Calliope comme étant un truc destiné à tuer les petits, et puis etc., et puis administratif, etc. Puis bon, eh ben, elle y a pris du plaisir finalement, et elle y a beaucoup d'intérêt. Elle a compris un petit peu à quoi ça est utile. Allez voir sur mon profil LinkedIn, vous avez un témoignage absolument superbe de cette cliente qui vient d'avoir Calliope il y a quelques jours. Elle vient de passer son audit. Voilà.
Donc voilà, vous avez plein d'exemples d'exploitation de la veille. On vous donne des exemples, il y en a plein d'autres. Alors sur la VAE, pour rebondir sur ce que disait Alexa, il est évident que si vous êtes à la VAE, vous êtes en veille par rapport aux métiers sur lesquels les gens vont faire la VAE. Et puis, effectivement, le titre professionnel inscrit au RNCP sur lequel vous travaillez pour cette VAE. Et puis, vous êtes forcément en lien aussi avec l'évolution de ce que peut raconter France Compétences, qui sort des choses de façon assez régulière sur la gestion des titres professionnels, etc. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que le reste. Voilà. Tracer l'exploitation de sa veille, c'est un peu une question. Là, il nous reste 5 minutes, donc on peut aller rapidement. Mais là, c'est bon, évidemment, ça peut être un tableau. Vous allez me dire, on en a un peu ras-le-bol des tableaux, et ça, je vous comprends. Mais bon, c'est vrai que très souvent, c'est ce qu'on voit apparaître en audit, c'est-à-dire qu'on va mettre sur une même ligne le contenu, c'est-à-dire on fait le titre d'un article, par exemple, avec le lien vers cette source, la date, et puis on va dire quelle action on a menée par rapport à ce contenu qu'on a sourcé. Et bien sûr, on conserve la preuve de la réalisation de cette action. Donc, ça peut être un tableau, ça peut être un document Word, ça peut être un Trello, ça peut être tout outil que vous utilisez et qui vous paraît pertinent. Mais encore une fois, ça, on ne peut pas s'en dispenser parce que, oui, Calliope, c'est un processus qui se base sur des preuves. Donc, je trouve ça assez dangereux de se dire que le jour de l'audit, vous allez pouvoir improviser et montrer de façon spontanée les preuves de votre exploitation, de votre veille pendant les 18 mois qui se sont écoulés. Donc, vraiment, là, sur un audit initial, c'est possible, en étant un petit peu à l'aise. Sur un audit de surveillance, je crois que c'est assez dangereux. Donc, pensez à tracer tout ça. On dit les tableaux, oui, ras-le-bol des tableaux, mais en même temps, moi, j'ai quand même cette conscience que lorsque je gère et j'administre donc un système qualité dans mon organisme de formation, des tableaux, j'en ai d'autres qui me servent un peu comme ceux de la veille. Par exemple, la gestion des réclamations, la gestion des évaluations que les bénéficiaires ont fait ou les parties prenantes ont fait. Donc, ce tableau, il existe déjà. Informations, donc quand on a fait une réclamation ou une évaluation, etc., qu'il y avait quelque chose à faire, eh bien effectivement, c'est un peu le même. Donc je fais vivre mon système qualité grâce à ça. Et c'est un petit peu un bloc-notes, la veille, là pour le coup, un bloc-notes qui permet de lister un certain nombre de choses donc j'ai soit apprises, soit que j'ai constatées, et qui va me permettre derrière d'agir avec bien sûr mes équipes, mais aussi peut-être de mes sous-traitants ou vis-à-vis de certains acteurs extérieurs qui peuvent être des financeurs ou des personnes de ce genre qui pourront effectivement m'aider également à améliorer, puisqu'on est bien, on le rappelle, dans un processus d'amélioration continue. Tout à fait. Bon, ce webinaire touche à sa fin. Je crois que… Oui, simplement, on a fait une dernière petite slide. Voilà, c'est ça. Juste pour vous dire quelle serait, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une veille efficace, en fait. Donc, ROE, on redit pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est Return on Expectations. Donc, en gros, le retour sur les attentes. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une veille efficace? On peut attendre plein de choses. On peut attendre de nouvelles idées, d'opportunités pour votre organisme. On peut attendre un bel outil de pilotage parce que savoir où on va, c'est savoir aussi comment on y va. On peut attendre la satisfaction de nos clients et ça, c'est quand même déjà un beau bénéfice. On peut attendre de faire grandir, faire croître son organisme, de fidéliser ses formateurs et ses intervenants, de dépasser ses concurrents aussi, parce que voilà, quand on n'est pas en veille, c'est un petit peu difficile, on fait un peu de surplace, donc moi j'aime bien le petit bonhomme aussi qui va de l'avant. On peut aussi éviter tout un tas de risques, parce que si on est au courant, on va éviter de, par exemple, se planter à un contrôle d'un financeur ou de la directe. Au-delà de Calliope, il y a aussi les contrôles. Michel, tu le rappelles souvent, mais voilà.
Ça, c'est une réalité. Et puis, ben voilà, on va être tout simplement pertinent et à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, j'évangélise beaucoup sur la veille, pas simplement parce que j'ai un outil, mais surtout parce que ça me tient à cœur et que je suis absolument convaincue que si on prend de la hauteur par rapport à ça, vraiment, c'est très efficace pour faire grandir sa structure. Il est important de pouvoir faire de la veille aussi parce que il faut assurer la pérennité en fait des structures que vous avez créées et ça en fait partie pour se tenir dans le coup. C'est ce que je dis au goût du jour en permanence et surtout parce que vos concurrents sont pas inactifs parce que bien on parle bien de marché de la formation, hein, disons les mots tels qu'ils sont. Et ce marché de la formation est un marché hautement concurrentiel. Donc, pouvoir vous adapter en permanence, moi je l'ai vu malheureusement, on a trouvé des solutions bien évidemment, hein, mais je l'ai vu malheureusement chez certains de mes clients où effectivement ils étaient très présentiels dans toutes les démarches de formation, les prestations de formation qu'ils ont faites jusqu'alors. Et au moment où malheureusement la pandémie est tombée du ciel, si j'ose dire, il y a eu beaucoup de difficultés, non seulement parce qu'il ne s'agit pas d'acquérir des outils et des structures, quand on veut mobiliser des équipes qui n'ont jamais utilisé en fait, les outils digitaux, pour faire simple, c'est vraiment, vraiment très complexe. Voilà. Et faire de la veille, anticiper, informer les gens qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles approches pédagogiques aussi, c'est important. Mais que c'est pas parce qu'on a décidé ça un matin, c'est parce qu'on a fait de la veille et qu'on a vu que nos concurrents, que d'autres font déjà cela. Hein, il vaut mieux être précurseur que suiveur, mais ça, c'est mon point de vue. La conclusion nous est donnée par je ne sais plus qui nous dit la veille, c'est être dans l'action et pas dans la réaction. Et c'est une très belle conclusion pour ce webinaire. Il nous reste à vous remercier. On ne va pas faire de retour sur les questions puisqu'on a répondu au fur et à mesure, je pense. Tout le monde est là. Alors, quelqu'un nous demandait où est-ce que qu'on peut retrouver nos coordonnées. Voici les coordonnées de nous trois. Et puis, nous avons mis à suivre avec un petit, voilà, faites grandir vos entreprises, faites grandir vos initiatives, soyez en veille. Et puis, à suivre, eh bien, vous nous suivez avec 5 prochains webinaires ici sur notre chaîne. Donc, nous avons décidé de faire une série de 5 webinaires sur la réforme, le bilan de la réforme du 5 septembre 2018, puisque finalement, on arrive à échéance d'un quinquennat qui a vu une réforme importante, le Big Bang de la formation professionnelle. Donc, avant les prochaines élections, c'est intéressant de faire le bilan et de s'interroger, ça va devenir quoi? C'est quoi peut-être la prochaine réforme, s'il y en a une? Alors, c'est intéressant. Donc, le 24 mars, c'est avec René Bagorski, dont je rappelle qu'il est à l'origine du passage de 20 OPCA à 11 OPCO, avec le rapport Marx-Bagorski. Donc, René Bagorski est un des 2 auteurs de ce rapport qui a conduit à la fusion donc, de 20 OPCA en 11 OPCO. Donc, on fera le bilan avec René de cela. Président de l'AFREF, hein, Association française de recherche en éducation et formation, qui est aussi un lieu de veille intéressant avec tous les mois, un jeudi de l'AFREF. D'ailleurs, notre prochain jeudi est le 24 février. Voilà, c'est encore une association intéressante hein, pour la veille, l'AFREF, hein, que nous avons oublié de citer. Ensuite, Philippe Debrune, le 21 avril, où nous allons parler de Certifpro, qui est la tête de réseau de transition pro qui remplace, vous savez, le congé, enfin ce qu'on appelait avant les fonds GESIF, etc. Donc c'est aussi un élément de la réforme qui est important. Le 19 mai, avec Pascal Nicole, qui gère un organisme de formation qui intervient depuis de nombreuses années sur la formation des élus et les informations des élus territoriaux, politiques, etc. Quand vous devenez adjoint au maire d'un village et qu'on vous dit de prendre en charge les finances publiques, il faut bien vous former un petit peu à la comptabilité publique. Donc, les élus, il est bien normal qu'ils se forment. Alors, on vous expliquera avec Pascal Nicole comment la réforme
influer. Et maintenant, on a un droit individuel à la formation des élus qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations, comme le CPF est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Et donc maintenant, les organismes de formation qui font la formation des élus sont obligés d'avoir un numéro de déclaration d'activité et Calliope. Voilà. Ensuite, et le droit dans tout ça, ce sera avec notre amie Sabrina Dougados, qui est avocat associé au cabinet Fremont-Briance, parce que c'est intéressant de voir un petit peu le Big Bang de la formation professionnelle, quelles sont les implications juridiques de ça. Donc avec Sabrina Dougados, qui est une avocate, grande avocate spécialisée dans la formation professionnelle. Et puis on terminera avec notre rendez-vous annuel, c'est en train de devenir ça, avec Stéphane Rémy. Stéphane Rémy, qui est le grand patron, on va dire, responsable de Calliope au ministère du Travail, à la DGEFP, Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle. Donc, c'est la 3e année. En fait, ce qu'on a établi avec Stéphane Rémy, c'est qu'on fait un bilan de Calliope chaque année à la date anniversaire, à peu près, de l'apparition du décret du référentiel national Calliope. Et puis, peut-être qu'avec Stéphane Rémy, on essaiera aussi peut-être de voir. Et après, hein, voilà. Vous pouvez vous inscrire à tous ces webinaires en cliquant sur l'image du webinaire qui vous intéresse. Il nous reste à vous remercier, à vous quitter. D'abord, remercier Alexa et Pierre-Henri. Avec plaisir. Et merci à toi, Michel, et à Cathy, hein, Cathy qui était là en backup et qui était effectivement à veiller sur nous pour faire fonctionner tout ça, et également à Tanguy qui était pas loin. Donc, merci Michel de l'invitation une nouvelle fois. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Nous renouvellerons, c'est le 2e webinaire que nous faisons ensemble. Le premier avait déjà été très apprécié. Je vois que c'est pareil pour celui-ci. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Et alors, oui, on s'est bien fait comprendre aujourd'hui, puisque les personnes demandent est-ce qu'elles peuvent avoir une attestation de suivi du webinaire pour démontrer leur veille. Donc, bon, bah, je ne sais pas si tu peux faire ça, Michel, mais en tout cas, si vous conservez ne serait-ce que la preuve des mails Webikeo, ça va suffire. Et le PowerPoint aussi, vous pouvez montrer télécharger, le document que vous avez sous les yeux est en téléchargement en permanence. Vous pouvez voir le replay, vous pouvez télécharger le document. Ne serait-ce que télécharger le document est bien une preuve que vous avez au moins participé au moins une fois à une action sur ce webinaire. Voilà. Maintenant, vous avez les mails de Webikeo, hein, etc. Qui vous disent, puis, ce sera disponible sur ta chaîne YouTube aussi. Oui, alors voilà, ce sera sur la chaîne YouTube dans la soirée ou demain matin, hein, parce qu'il faut d'abord que je récupère le MP4, que je le traite, etc. Mais ne vous inquiétez pas, le replay, en revanche, va être accessible dès qu'on aura coupé là. Je coupe. Merci. À bientôt. Bon après-midi à tous. 1h36 minutes, 40 secondes. Ça va. À bientôt.